Rinacast. Déjà, faut pas se lancer seul, c'est un des premiers conseils que je donnerais. Néanmoins, la seule personne qui peut savoir réellement ce qu'elle veut faire, c'est soi-même. Avec les 700 premiers utilisateurs payants, on réussit en fait à convaincre des investisseurs. Le nombre d'équipes fondatrices féminines qui arrivent à lever des fonds dans la tech, c'est 2%. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Rinacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Elle n'était pas développeuse, mais elle a créé une application vendue plusieurs millions. Elle a fait face à des investisseurs qui lui demandaient qui gardait ses enfants et elle leur a répondu en entrant simplement au classement Forbes. Elle a transformé un besoin familial en une success story internationale. Son histoire, c'est la preuve que nous n'avons pas besoin de savoir coder pour écrire le code de sa propre réussite. Julie Boucon, bonjour et bienvenue dans ton épisode de Rinacast. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de t'avoir au micro de Rinacast parce que je te le disais juste avant de lancer l'enregistrement, je suis impressionné par ce que tu as fait, par ce que vous avez fait et tu vas nous expliquer un petit peu plus tard ce que ça va être, enfin ce que ça a été en tout cas, et parce que on vit à peu près dans la même ville et j'adore me dire que c'est pas la ville qui fait qu'on a du succès ou pas et tu en es l'exemple type et je vais pouvoir dire à tout le monde, t'as vu, dans ma ville, j'ai des gens hyper forts qui savent faire des choses impressionnantes et qui révolutionnent le monde, en tout cas une partie, avec des choses parfois toutes simples qui viennent de pas très loin finalement et qui au final font grandir beaucoup de personnes. Alors moi du coup je te connais, j'ai fouillé les méandres d'internet pour savoir qui tu étais, mais les auditeurs eux ne le savent pas encore, alors est-ce que tu peux te présenter? Alors donc je suis Julie Boucon, j'ai cofondé avec ma sœur Stéphanie Bourgeois le leader en termes d'application de l'apprentissage des langues pour les enfants. C'est né finalement d'une envie d'entreprendre entre sœurs. On avait tâtonné le marché et cherché différentes idées. Et Stéphanie est rentrée de Shanghai où elle s'est expatriée à l'époque dans son ancien métier avec cette idée. Et on a eu la folie de se dire en 2015, quittons chacune nos jobs respectifs et lançons-nous dans la belle aventure de l'entrepreneuriat. Donc derrière, 10 ans se sont écoulés puisqu'on a fêté notre anniversaire le 2 septembre, donc il y a quelques jours. Et je vous raconterai un petit peu plus en détail quelles ont été les étapes de toute cette aventure qui a été pour nous pleine de rebondissements, mais tellement riche en apprentissage. Ouais, beaucoup de choses. J'en ai lu des informations sur votre parcours et ce qui est amusant, en arrivant 10 ans plus tard, en fait, il y a plein de journaux, de papiers qui parlent de vous et on voit évoluer la structure au fur et à mesure avec les difficultés que vous avez rencontrées. J'ai trouvé ça génial. Tu sais, comme un roman Netflix que j'aurais pu regarder, un feuilleton Netflix. Et en plus, il se finit super bien celui-ci, donc du coup, je trouve ça génial. Mais alors, avant de partir à la découverte de l'applicatif que vous avez créé, est-ce que tu peux nous parler plus de toi personnellement? Parce que euh, le principe de Rinacast, c'est de voir comment on en arrive à devenir entrepreneur, comment on arrive à déclencher en soi cette envie, ce besoin peut-être d'entreprendre, d'être son propre patron. Surtout que toi, avant, tu avais une vie et cette vie était plutôt intéressante. Quand je le regarde sur le papier, je me dis, mais moi aussi, je veux cette vie-là. Déjà, c'est bien. Mais toi, tu allais plus loin parce que tu as travaillé dans un grand groupe. Si tu veux le citer, évidemment, tu pourras le citer. Et ce grand groupe, qui était coté au CAC 40, si je ne me trompe, était très structuré, j'imagine, de l'intérieur. Il t'a apporté des compétences à l'époque, et ces compétences, est-ce qu'elles t'ont servi? Est-ce que tu en as utilisé pour lancer ton entreprise? Alors tout à fait, j'ai, comme background j'ai fait une école de commerce dans laquelle je me suis spécialisée dans l'industrie du luxe. Donc j'ai commencé par travailler dans des grands groupes comme LVMH et L'Oréal et à l'époque plutôt avec des compétences sales
Et c'est vrai que, à peine j'ai été diplômée, dans les différents métiers que j'ai faits, j'ai toujours été animée par, l'innovation. Donc dans, différents métiers, je voyais certaines failles, peut-être que d'autres ne voyaient pas et j'ai déjà pensé à l'époque à des produits que j'ai eu le plaisir de voir sortir au niveau innovation par la suite et notamment dans tout ce qui était, transmission du savoir. Par exemple, mieux former les gens en interne sur donc c'est marrant, il y avait quand même aussi ce côté EdTech un peu inné dans les idées, et là, c'était beaucoup plus pour les sales, les équipes sur le terrain. Donc dans les grands groupes, j'ai appris en fait à me structurer parce que c'est quand même, relativement structuré. On travaille un petit peu plus en vase clos et puis, on est beaucoup moins agile et plus monotâche et c'est quelque chose que j'ai dû, par la suite, défaire puisqu'à l'inverse, quand on commence à entreprendre alors je pense qu'une des plus grandes qualités, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est l'humilité. Parce que, quand, enfin j'avais quand même quelques années, derrière moi d'expérience, j'étais dans des chouettes postes, dans des belles maisons et je dirais que, enfin, moi, je suis quelqu'un où, j'ai aucun souci de, passer à autre chose et de tout recommencer de zéro et s'il faut, d'ailleurs, quand on a lancé notre, centre linguistique au démarrage de l'aventure, moi, je me suis retrouvée à distribuer des flyers devant les écoles, à enfiler un costume de mascotte. Enfin, je veux dire, je suis passée par toutes les étapes, à faire le ménage dans notre local, à faire, enfin, je suis passée par tous les métiers. Alors évidemment, le développement du produit, le marketing, la communication, enfin des choses qui font un petit peu plus rêver. Mais je dirais que toutes les étapes nécessaires au lancement d'un projet quand on y croit et quand on s'y donne, à fond dès le début, et ben, je pense que voilà, déjà, faut avoir énormément d'humilité et puis se dire que, et ben, on était un spécialiste métier avant et maintenant, ben, on va devenir un couteau suisse et il va falloir faire tout ce qu'on sait pas faire et l'apprendre vite. Et ça, c'était vraiment le démarrage et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait, apprendre, continuer à apprendre. Ouais, c'est bah, en même temps, l'application que vous avez faite, finalement, elle va aussi dans ce que tu dans ton état d'esprit, dans ton mindset. Apprendre, toujours apprendre, s'améliorer. Se déconstruire, tu le dis super bien, c'était une de mes questions effectivement. Donc tu apprends une structure, tu apprends pas mal de choses dans une grande entreprise, donc tu l'amènes avec toi évidemment, sans tu ne l'oublies pas, mais tu vas peut-être l'adapter à ton nouveau corps de métier, enfin tes nouveaux corps de métier, tes 17 000 casquettes différentes. Casquette de mascotte, ça doit être sympa quand même. Je l'ai jamais Oui, fait, mais bah, les enfants sont pas toujours sympas, en fait. ah mince! Alors et donc tu étais dans une chouette dorée, au milieu de la gare, de Lyon ou un truc comme ça? Elle était bleue, mais en vrai, moi, je l'ai essayé une fois, mais après on sollicitait, des étudiants également et c'est eux qui nous faisaient les retours en nous disant: «Oh là là, les enfants, ils sont terribles, ils m'ont mis des coups de pied, ils essayent de toucher si je suis, une vraie chouette ou pas». Enfin bon, c'était assez drôle, mais en tout cas, voilà, il faut se dire que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut se dire que, ben, potentiellement, on va y passer énormément d'heures, beaucoup plus que quand on est salarié, ça s'arrête pas. C'est les soirées, les week-ends, pendant les vacances, jusqu'à réussir à structurer et à trouver un modèle qui fonctionne. Donc faut, beaucoup de courage, hein, beaucoup de travail et je pense qu'il faut pas avoir froid aux yeux et je pense que ça fait aussi, partie de, je dirais des choses qui me définissent, c'est que je n'ai pas, cette notion de peur du risque. C'est-à-dire que je considère que dans la vie, tout est possible dès l'instant où on s'en donne les moyens et ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup de on est dans un pays qui est extrêmement bien fait, dans lequel il y a pas mal de dispositifs. Donc, quand, on a envie de faire quelque chose et pour le coup, nous, notre ambition, c'était vraiment d'amener plus d'égalité des chances. Parce qu'aujourd'hui, l'apprentissage des langues, bah, comme il y a 20 ans, et comme il y a 30 ans et comme il y a si on regarde même, même aujourd'hui, ça reste un réel, différenciateur pour pouvoir accéder à des belles études, pour pouvoir, évoluer, dans, les grands groupes ou même, dans n'importe quel type d'entreprise. Sauf que c'est absolument pas dispensé de façon, hétérogène, pas de façon homogène, je veux dire et
Et aujourd'hui, quand on est en province notamment, on n'a pas accès à des écoles, internationales et l'apprentissage des langues, si on veut que ce soit efficace, il faut que ça se fasse dès le début. Donc ce que je voulais dire au travers de ça, c'est que pour nous, ce qui était essentiel dans l'entrepreneuriat, c'était de pouvoir avoir de l'impact. Et ça, pour nous, ça a été un réel moteur et je pense que ça a énormément aussi fédéré les équipes qui nous ont accompagnés, pendant la quasi-totalité du projet. Oui, c'est pas juste un métier, c'est pas juste une solution, pour gagner de l'argent, c'est pour, impacter, tout le monde comme tu le dis très bien. Alors moi les langues, c'est pas mon truc, je t'avouerai, j'ai pas appris peut-être dans les bonnes écoles, j'ai peut-être pas eu bon support, peut-être pas l'envie non plus, je sais pas, hein. Et si j'avais eu cette application-là, enfin ou d'autres, hein, peu importe au départ, déjà quelque chose qui me motive, peut-être qu'aujourd'hui je serais, meilleur que ça. C'est pas très dur d'être meilleur que je ne suis aujourd'hui, mais c'est hyper intéressant parce que déjà moi ça m'aurait motivé en tant qu'apprenant, mais j'imagine tes équipes qui elles se disent on a un impact sur le monde et ça change la vision qu'on a de son métier. C'est plus un métier, c'est un métier passion, c'est un métier où on a envie d'avancer et je pense que du coup on s'investit beaucoup plus dans son travail, euh, même si ce n'est pas notre entreprise en tant que salarié, on s'investit beaucoup plus parce qu'on sait qu'on pèse sur le monde. Je trouve ça génial. Mais avant d'aller dans l'entrepreneuriat, donc tu avais déjà donc appris l'anglais, j'imagine, tu le maîtrisais déjà très bien parce que pour faire une application, il faut déjà avoir des bases. Et tu lances une entreprise. Se lancer dans une entreprise, c'est pas simple. Se lancer dans une entreprise de langue où il y a déjà quand même pas mal de concurrence, même si ça fait 10 ans. À l'époque, il y avait déjà des grands groupes, je crois, qui faisaient peut-être pas des applications, si, des applications de langue. Euh, Comment tu fais pour te dire, euh, comment tu fais pour te dire, je me lance dedans, je crée une entreprise. Est-ce qu'il y avait déjà un terreau fertile? Est-ce qu'il faut avoir la fibre entrepreneuriale avant, ou finalement, il n'y en a pas besoin et on se lance quand même? Alors je pense que c'est un mélange, d'un petit peu tout. Heu, Nous, quand on s'est lancé, très honnêtement, il y avait, pas mal de players pour les adultes. En Mmh. revanche, pour les enfants, il y avait vraiment un trou dans la raquette. Il y avait pas de solution, vraiment efficace. Il y avait quelques, comment dire, franchises, mais qui étaient plus du présentiel et cetera. Mais au niveau digital, on a été, assez précurseurs et je dirais que, peu enfin, le fait qu'il y ait de la concurrence ou non, quand tu as une idée, ça va impacter, oui et non, ton go to market parce que le fait qu'il y ait des concurrents, ça veut dire que potentiellement il y a un marché à saisir. Donc et ça permet aussi souvent, de copier un peu, le leader et de le faire, d'une façon, finalement peut-être plus agile et mieux pensée. Donc quand on a une idée, après il faut, déjà, faut pas se lancer seul, c'est un des premiers conseils que je donnerais. C'est pour ça que moi, je me suis lancée avec ma sœur. Après 10 ans d'ailleurs, on se rend compte que c'était un combo, vraiment gagnant parce que, on s'est jamais disputés en 10 ans. On est, super complémentaires et maintenant, on se relance sur des nouveaux projets. Donc je dirais que on a trouvé le bon équilibre et la bonne personne avec qui travailler. Néanmoins, quand tu te lances seul, tu as quand même cette difficulté d'être confronté toujours qu'à toi-même. Dans les périodes compliquées finalement, tu les vis seul et c'est bien de pouvoir, se reposer sur quelqu'un dans toutes ces étapes. Est-ce que, il y a besoin d'avoir un terreau fertile, familial? Est-ce qu'on a besoin d'être accompagné par ses proches? C'est ce que tu me racontais un petit peu avec ta sœur, et j'allais rebondir dessus, mais je te laisse faire. Alors en effet, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, donc c'est bien évidemment d'être accompagné par, ses proches, trouver son partenaire, éviter de se lancer seul. Après, moi, quand je me suis, lancée, il y a toujours, des personnes autour de vous autour de toi qui vont te dire: «Mais enfin, tu as une situation incroyable. Ah Quelle oui, idée de ah vouloir oui. te lancer» et en fait, au bout de 10 ans, enfin, pour moi, le fait d'entreprendre, c'est un accomplissement, vraiment. Pour moi, c'est ce qui me fait, me sentir bien, c'est ce qui me donne envie de me lever et d'ailleurs, au bout de ces 10 ans, moi, j'ai quitté le groupe en décembre dernier parce qu'en fait, dans les différentes étapes, on a été racheté par un groupe suédois
fin 2022 que j'ai accompagné pendant 2 ans et donc bah, voilà, donc j'ai quitté le groupe au bout de 2 ans et j'ai pris un temps de réflexion pour, savoir ce que j'allais faire par la suite. Est-ce que j'allais, potentiellement, rejoindre une boîte? Est-ce que j'allais, accompagner des boîtes? Est-ce que j'allais relancer des projets? Et donc voilà, j'ai pris le temps de réfléchir. On m'a souvent posé la question en me disant, «Mais, est-ce que vraiment tu pourrais retravailler pour une entreprise?» Et j'avoue que je m'étais pas tellement posé la question et je dirais que les gens autour de nous nous challengent perpétuellement, que ce soit au démarrage d'une aventure ou pendant une aventure ou après une aventure. Néanmoins, la seule personne qui peut savoir réellement ce qu'elle veut faire, c'est soi-même et c'est comme quand on lance un produit et où les clients tentent de nous dévier, en fait, de l'objectif premier et de nous faire pivoter. Je pense qu'il faut toujours avoir cette vision et garder ses convictions. Donc, quand tu penses qu'il faut lancer quelque chose, il faut s'associer à quelqu'un pour pas le faire seul et de compétences stratégiques. Donc si c'est tech et que tu pas tech, il faut trouver un dev. Ça économisera beaucoup d'argent et puis il faut se lancer, il faut essayer. Alors peut-être qu'au début, il faut pas lâcher sa boîte et faire ça à côté, s'il y a vraiment un sujet aussi de peur de perte de revenus. Sinon, bon, bah, faut pas hésiter à se lancer et puis à se donner peut-être une deadline en se disant: «Bon, bah, voilà, dans tant de mois, si, j'ai pas des signaux forts, qu'il y a quelque chose, eh bien, il faut faire autre chose». Ouais, hyper intéressant. Tu me donnes trop d'informations d'un coup. J'ai même pas le temps de noter. Tu vois, je note au fur et à mesure que tu me dis. Mince, il va falloir que je réécoute l'épisode, mais c'est tant mieux parce que ça me fera une écoute supplémentaire. Beaucoup de choses, se faire accompagner, bien accompagné. Est-ce que c'est forcément quelqu'un qui est avec toi dans la boîte? Est-ce que ça peut pas être quelqu'un en dehors, un mentor, qui, lui ou elle aurait déjà entrepris le même parcours, mais avant toi, les mêmes échecs, les mêmes complications, ou tu mets quelqu'un avec toi forcément en 50-50. D'ailleurs, la question, ça pourrait être aussi, vous êtes 50-50, est-ce que c'est pas dangereux d'être 50-50? Alors, enfin, c'est un peu comme le fait de lancer sa boîte et d'entreprendre. Moi, là-dessus, enfin, j'ai confiance en fait, enfin, je me fais confiance déjà et Oui. si je m'associe avec quelqu'un, c'est en pleine confiance. Bon, là, en l'occurrence, c'est ma sœur, donc là-dessus, le fait d'être à 50-50 pour nous, ça a jamais été un sujet et souvent, c'est les personnes justement, les avocats et cetera qui me disaient: «Oui, c'est un peu merdique quand même». On a toujours dit: «Non, non, nous c'est notre vision, on n'a aucun doute l'une sur l'autre» et je dirais que les 10 ans qui se sont écoulés nous l'ont prouvé. On n'a jamais eu aucun sujet Mmh. et je pense qu'après bon, quand c'est quelqu'un de la famille ou quelqu'un en qui tu as entièrement confiance, c'est OK. Quand c'est quelqu'un que tu rencontres comme ça, où tu cherches des compétences, bon, c'est peut-être un peu risqué. Donc Ouais. c'est toujours à prendre avec, modération et c'est propre à chacun. Mais, Maintenant, m je voulais moi, juste entreprendre revenir dans la f ah vas-y, excuse-moi. je voulais juste revenir sur la partie, être entouré également de mentors. Je pense qu'en effet, c'est assez essentiel au démarrage d'une aventure parce que finalement, tu peux t'associer à quelqu'un mais qui, n'aura pas d'expérience entrepreneuriale et un mentor qui sera passé par toutes les étapes va te faire gagner un temps, en fait, juste incroyable. Et aujourd'hui, enfin, j'accompagne des entreprises sur différents sujets et ça, je l'ai fait pendant les 10 ans. C'est-à-dire que pendant les 10 ans, moi, j'ai pas hésité à contacter, d'autres boîtes parce que je pensais qu'ils pouvaient potentiellement m'apporter des choses et à l'inverse, je suis sollicitée en permanence et je l'ai toujours fait vraiment avec grand plaisir. Ouais, parfait. Donc du coup, si, on a un besoin pour Renakas de grandir au niveau de l'international et qu'on ne sait pas comment faire, je te passe un petit coup de fil et tu nous accompagnes en nous disant: «Bah, là, c'est bien, là, c'est pas bien, je ferai comme ça ou je ferai autrement». Et d'ailleurs, tu nous le diras peut-être à la fin de l'épisode, on pourra peut-être laisser tes coordonnées, enfin le moyen de te joindre pour, te demander, des solici enfin de l'aide en tout cas, ton point de vue peut-être des fois, un point de vue extérieur, de ton level me semble hyper intéressant. J'ai relevé plein de choses, attention, reste en fait, je vais résumer un petit peu ce que tu me dis, si je me trompe. Si tu as peur
de ne pas avoir assez d'argent, reste dans ton job jusqu'à ce que tu aies la liberté financière d'entreprendre complètement ou d'être serein et certain de ton emploi. Il me semble avoir compris ça. Il faut de l'humilité quand on est entrepreneur. Il faut pouvoir passer par toutes les casquettes, tout savoir faire. Finalement, tu commences à la base quand tu crées ta boîte et puis tu connais toutes les étapes. C'est encore mieux pour expliquer à tes équipes comment avancer finalement, puisque tu le sais, tu es passé par là. J'ai une question qui me taraude assez rapidement. Tu as créé une application mobile, une application web peut-être aussi, j'ai pas fait attention, pas web, il me semble mobile, sur Apple et sur Android. Mais j'ai pas vu dans ton cursus que tu étais développeuse d'applications. Donc du coup, comment tu as fait parce que moi, j'ai été développeur il y a longtemps, mais aujourd'hui, je suis incapable de faire une application Android ou Apple, encore moins de bonne qualité, ça c'est certain. Comment tu as fait tu te lances dans un projet, ok, tu as une idée, tu sais que tu veux peser, tu veux influencer le monde et les enfants à parler de plus en plus l'anglais, en tout cas le mieux possible, et tu veux faire une application, mais tu sais pas comment on fait. Alors, en effet, donc je suis absolument pas tech, ni ma sœur. Donc, pour le coup, on n'avait pas ces compétences au démarrage et on a fait le choix de passer par des prestataires. Donc on en a vu passer, quelques-uns et honnêtement, ça a été un frein au développement, au démarrage de l'aventure. Parce qu'au début, on a dû, voilà, donc faire avec des prestats externes. Ça coûtait extrêmement cher et on sentait que ça ralentissait la croissance du produit. Donc une fois qu'on a eu, levé des fonds en juillet 2019, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a mis toute la tech à la poubelle, donc tout ce qu'on avait dépensé précédemment. Donc c'est quand même des choix où, on se dit: «Bon, quand on voit l'argent qui a été investi, ça fait toujours mal au cœur». Mais néanmoins, il y a un moment où ces choix, on est obligé de les faire. Donc on a recruté toutes les compétences métiers justement pour pouvoir créer l'application de nos rêves et on l'a développée en 9 mois et on l'a lancée justement, en septembre 2020, donc pendant la période, covid. Mais oui, bah, oui, oui, tout à fait. Je dirais que ça a été, pour nous, une période, assez importante, notamment en termes de base de données puisque, quand, le covid a été enfin comment dire? Le lockdown a été, annoncé, notre premier réflexe, ça a été d'offrir la gratuité de l'application à toutes les classes de France, donc, à tous les professeurs qui le souhaitaient et en fait, quand on a vu que, ça allait, durer, donc en fait, au bout de quelques jours, que c'était plus grave que ce qu'on pensait, on a décidé de rendre l'application gratuite pour, également, tous les parents qui le souhaitaient. C'est intéressant, hein, enfin, c'est fou, enfin, excuse-moi, je te coupe, hein, mais alors 2 points, tu prends un développeur, un ou des développeurs externes, tu as levé des fonds pour pouvoir les payer, tu prends l'argent, tu le mets à la poubelle, hein, c'est un peu, j'imagine, ce qui se passe, vulgairement, hein, je le balance comme ça. Le covid arrive, bon, mauvaise chose, mais finalement, pour vous, c'est un levier de croissance hyper intéressant, mais beaucoup n'auraient pas dit: «Je vais faire de la gratuité». C'est ça qui a fait votre succès finalement, c'est de se dire: «OK, on va pas gagner d'argent parce qu'il y a des serveurs, il y a du travail, il y a des employés, enfin il y a du monde à payer, mais vous rentrez plus d'argent du coup et vous faites ça gratuitement». Comment on a ce déclic dans la tête de se dire: «OK, j'y vais». Comment on se dit: je vais» comment on va subventionner tout ça? Alors c'était, pour nous déjà notre geste sociétal de Mmh. pouvoir, permettre, aux enfants de continuer à apprendre à la maison, parce qu'on s'est quand même tous retrouvés, cloués chez soi à devoir occuper les enfants, donc en plus des tonnes de devoirs que les maîtresses donnaient, mais ça amenait quand même de l'amusement dans l'apprentissage et on s'est dit que c'était important de le faire. Nous, à cette époque-là, on était en plein redéveloppement, donc je dirais que ce réflexe qu'on a eu, ça nous a quand même, enfin, je dirais que la bienveillance amène la bienveillance et on s'est quand même retrouvés sur, le portail gouvernemental, du ministère, de l'économie et des finances comme solution, comment ils avaient appelé ça? Solution, d'intérêt général, donc à côté de Allo Voisins, enfin ce genre de choses, Microsoft, donc il y avait Oli Oli qui était mis en avant par le portail gouvernemental et derrière, en fait, moi j'ai des boîtes qui m'ont contactée, donc notamment, quelqu'un, qui était à l'époque très proche, du, ministre du numérique
qui m'a dit, moi je me rappelle plus du nom de l'entreprise comme ça, mais en fait, c'est des entreprises qui, communiquent de façon, avec des panneaux publicitaires digitaux dans les, centres commerciaux et il m'a dit ouais, mais c'était pas eux, mais d'autres, j'ai plus le nom et en fait, ils m'ont dit, «Je trouve incroyable ce que vous faites, le geste sociétal, je trouve ça fou, ça fait plus de sens de communiquer sur les marques. Je veux qu'on puisse relayer votre offre auprès du plus grand nombre de familles possible». Donc en fait, pour nous, il y a eu une visibilité d'un coup qui était, juste démesurée. On a eu pas mal de choses comme ça, de gens qui ont partagé. Enfin, il y a eu en fait un effet, assez dingue. Énormément de gens ont utilisé, l'application et derrière, quand on a lancé la nouvelle version de l'application en septembre 2020 et ben, toute la base d'utilisateurs qui avaient essayé le produit précédent a découvert le nouveau et là, en fait, on s'est retrouvé en situation d'hypercroissance. Donc, avec un produit en plus qui était top, où on avait amené énormément de gamification. Enfin, c'était, là, clairement, on arrivait avec un produit hyper robuste et une base, d'utilisateurs. Ben, je pense qu'il y a aussi ce côté, ancrage mémoriel, quand, un produit est arrivé de façon, positive, bah, derrière, le consommateur est peut-être plus enclin à faire confiance au produit et puis à l'acheter. Donc, rapidement, en quelques mois, on est devenu leader du marché, grâce à notre produit et je pense à la stratégie, qui avait été mise en place, les mois précédents. Ouais, alors le produit, on le découvre une fois que vous l'avez mis en avant. Finalement, le fait d'offrir la gratuité, à tout le monde au niveau sur le territoire, c'est juste exceptionnel. Ça vous donne une visibilité de malade. C'est hyper intelligent. Bon, on te l'a déjà dit, c'est clairvoyant, c'est impressionnant. Est-ce qu'il y en a qui t'ont dit autour de toi: «Non, faut pas faire ça»? Est-ce qu'il y a des professionnels qui se sont, levés en disant: «Non, non, si tu fais ça, c'est la mort du business et puis, ça ne marchera plus»? Et tu as dû, peut-être, faire face à ça et partir en leur disant: «Moi, je fais ce que je veux, c'est ma boîte, c'est moi qui décide»? Après honnêtement, enfin ce côté agile quand tu es, start-up, c'est, enfin, on prend une décision, on actionne en fait. On n'a jamais soumis nos idées à personne, enfin même quand on a levé des fonds, et qu'on avait un board, au niveau de la stratégie, on va dire opérationnelle comme ça, sur des actions de ce type, la stratégie nous a toujours, elle est toujours restée à notre niveau et bon alors après quand on s'est revendu au groupe suédois qui nous a rachetés, bon pendant on va dire, une bonne année, on était encore maître de toute la stratégie. Après il a fallu quand même, intégrer tout ça pour que ça puisse aussi fonctionner sans nous donc mais je dirais que non, on s'est toujours fait confiance, dans cet instinct à commercialiser, notre produit et après de prendre des tendances à droite à gauche, dans différents écosystèmes parce que c'est pertinent quand on se pose des questions, par exemple, sur des sujets de conversion payante ou ce genre de choses, c'est toujours très, très riche. Après sur des t enfin, là, en plus de ça, c'était pas une question de stratégie, réelle. Ça a été quelque chose de très spontané et Mmh. qui finalement, a été très, très bien accueilli parce que, bah, en fait, on a eu de l'impact et les gens, se sont rendus compte que ça rentrait dans leurs usages et qu'il y avait de l'intérêt pour les enfants. Ouais, Donc c'était vraiment effectivement. gagnant-gagnant. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, hyper intéressant. Tu me dis que vous avez levé des fonds, peut-être à plusieurs reprises. Il y a une première levée de fonds avant même que l'application soit sortie, c'est ça? Alors en effet, donc nous on a créé notre centre linguistique pour refaire un petit peu l'histoire en septembre 2015. Donc à partir de là, on a gardé ce centre linguistique pendant 3 ans. L'enjeu de ce centre, c'était de pouvoir, tester notre méthode pédagogique sur des enfants. Donc à ce moment-là, on était entouré de chercheurs linguistes, de professeurs, de coachs natifs et de 200 enfants qu'on a accueillis pendant 3 ans. Les enfants travaillaient 5 minutes par jour sur l'application et ils venaient une fois par semaine pour pouvoir discuter de tout ce qu'ils avaient appris avec des coachs natifs. Et nous, ça nous a permis de construire en fait un contenu pédagogique d'à peu près 10 000 exercices, de 20 000 exercices, pardon, en anglais, qu'on a ensuite Mmh. dupliqué dans différentes langues. Donc en juillet 2019, enfin avant ça, pardon,
mars 2017, on lance une version native de l'application parce que jusqu'à présent, on l'utilisait en réseau fermé. Donc cette fois-ci, on tâtonne le marché à partir de mars 2017 au niveau national, donc dans Apple Store, Google Play Store. Et là, on se rend compte qu'il y a un peu de traction. Néanmoins, on est avec des versions au niveau tech qui sont pas super et on sent que la progression est limitée, mais néanmoins, on a des retours qui sont assez faux au niveau des usages. Avec les 700 premiers utilisateurs payants, on réussit en fait à convaincre des investisseurs de nous accompagner et on réalise notre première levée de fonds. Donc ça, c'est juillet 2019. Et Donc la levée comment tu fais pour lever des fonds? Est-ce que tu vas avec un petit PowerPoint sous le coude en disant: «Bonjour, c'est moi, j'ai une super idée, elle va révolutionner le monde», et qui tu vas voir? Est-ce qu'on démarche des banques, des professionnels, des fonds d'investissement? Où on va et comment on le fait? Alors ce qui est assez marrant quand même dans l'histoire, c'est que, donc ma sœur Stéphanie, elle, c'est plutôt le profil financier de l'entreprise. Donc elle bossait à l'époque, chez, General Electric, elle était directrice achat et moi je suis vraiment sur tous les sujets, go to market, marketing, communication. Mais elle vient de l'industrie lourde et moi je venais de l'industrie du luxe. Donc on s'est quand même lancé dans la tech, donc sans être soi-même tech et on n'avait absolument pas le jargon de l'époque. Donc quand on est arrivé donc à vouloir, lever des fonds, donc en plus, d'être des femmes, puisque c'est quand même vraiment pas un avantage quand on essaye de lever des fonds dans la tech. En plus de ça, c'est vrai que, on était pas tellement prises au sérieux et régulièrement les questions de, «Mais, alors, qui s'occupe des enfants? Mais vous êtes à 100 sur le projet», enfin ce genre de choses. C'était relativement, récurrent et bon, il en aurait fallu beaucoup plus pour nous décourager parce que nous, on était déterminés et on savait exactement ce qu'on voulait faire. Et c'est vrai qu'on a découvert qu'il allait falloir, prouver, bien plus que des hommes. Parce qu'on a vu des boîtes honnêtement qui valaient pas grand-chose et le fait que, les équipes ne soient que des hommes, enfin je parle dans le dans l'écosystème de Besançon, hein, le fait que ce soit que des hommes, mais ils ont levé des fonds sur des boîtes qui ont craché, mais pas longtemps après, quoi. Mais bon, on leur faisait confiance à eux. Nous, on a dû prouver beaucoup plus et en revanche, les investisseurs qu'on a réussi à mettre autour de la table nous ont suivis et ont été nos plus grands ambassadeurs tout au long de l'aventure. Donc ça n'a pas été simple de les convertir. On a dû prouver, faire différentes choses. On a commencé d'ailleurs à l'époque parce que, à Besançon, il y avait quand même, pas d'écosystème au niveau des EdTech, donc on s'est fait accélérer à l'EM Lyon à l'époque. On nous avait un peu challengé là-dessus en nous disant: «Oui, si vous arrivez à intégrer cet accélérateur, on vous financera». Donc on a réussi à faire ça et c'était juste incroyable. Derrière, il a fallu à nouveau prouver et donc il y a eu plein d'étapes, mais je dirais que, nous, ça nous a permis de nous structurer parce que, donc voilà, quand, tu vas voir, des fonds d'investissement, ben, il faut évidemment apprendre à roder ton pitch. Il faut construire un deck que tu vas justement argumenter et il va falloir aussi, construire, tous tes KPIs et tes métriques qui permettront de démontrer que, c'est pas juste une idée. En fait, grâce à ton projet, les gens qui vont mettre de l'argent dans ta boîte, tu vas les rendre riches, tu vois? Donc c'est tout ce process, en fait, que tu intègres au fil et je dirais que, le fait de rencontrer différents fonds d'investissement, de changer, enfin de revoir, son discours et cetera, bon, bah, ça nous a permis de grandir, de devenir un petit peu plus, sûrs de nous et puis au fil, on s'est construit un réseau assez, robuste. Ensuite, on a été, intégrés à la Station F. La Station F, c'est le plus gros incubateur de start-up au monde qui a été initié par, Xavier Niel. Donc on l'a intégré d'ailleurs, juste après, notre levée de fonds. Je ne sais plus si ça faisait partie un peu des conditions, pour ficeler le truc, mais bref, c'était à peu près en même temps.
Donc on a eu le privilège d'être intégrés, à la station F en décembre, 2019, donc juste avant en fait, le covid. Et à l'époque, il y avait justement comment dire? Un programme Apple Store qui se lançait au même moment où on intégrait. Et on s'est dit: «Bah, en fait, vu qu'on était en train de complètement redévelopper l'application, il fallait à tout prix qu'on puisse intégrer ce programme». Et quand on a voulu, candidater, on nous a dit: «Non, non, mais écoutez, c'est plein, revenez, mais à la prochaine session». Et on leur a dit: «Non, non, c'est pas possible». Et en fait, on a tellement insisté qu'ils nous ont dit: «Bon, OK, d'accord, on vous prend». Et on a pu intégrer ce programme. Et pour nous, ça a été une chance incroyable parce qu'en fait, Apple Store dit jamais ce qu'il faut faire. Néanmoins, ils ont un regard et on apprend des choses avec eux qui nous permettent, de créer un produit qui est vraiment Apple First. Donc, nous, dans nos utilisateurs, c'était à peu près, allez, 60 quand même d'utilisateurs Apple. Et c'est là où on voyait, les meilleurs taux de conversion. Donc ça a été, très très, très riche. Et ça a vraiment aidé à pousser le produit un maximum. C'est fou. C'est fou, vous lâchez rien et alors, il y a 2 choses. Fou, il y en a un, c'est fou parce que vous êtes des femmes, faut vous battre plus. Je comprends pas bien, l'idée, mais bon, il y a 10 ans, peut-être que c'était encore comme ça et ben, j'espère que ça l'est plus maintenant. Enfin, tu me diras. Alors, mmh, Vu la tê vu la tête que tu fais, je dirais que non. Non, c'est encore non, pareil? malheureusement, Ah mince. en fait, enfin, pour le coup, pendant notre aventure entrepreneuriale, moi, je me suis quand même pas mal investie, sur tous les sujets d'essayer d'amener plus de parité dans la tech. Et en fait, le nombre de femmes qui arrivent, enfin d'équipes fondatrices féminines qui arrivent à lever des fonds dans la tech, c'est 2. Ah oui, c'est tout. Rien. Et et il y a 10 ans, c'était 2. Il y a 5 ans, c'était 2. Et en fait, ça ne change pas. Et en revanche, ce que j'ai pu, observer, c'est que donc il y a différents collectifs qui se sont mis en place, notamment un que j'avais intégré qui s'appelle Sista. Et où, il y a beaucoup de choses qui ont essayé d'être faites. Et où, d'ailleurs j'ai vu, pas mal de femmes rejoindre des fonds d'investissement pour qu'il y ait justement un petit peu plus de parité dans les fonds d'investissement. Et peut-être ça enlève certains biais qui Mmh. amèneraient, voilà, des hommes à investir plus, chez des hommes et cetera. Et en fait, je me faisais justement, enfin, j'y réfléchissais il y a peu de temps. Et j'ai observé qu'il y a pas mal de femmes qui étaient parties dans ces fonds d'investissement qui en sont parties, donc certainement qui se sont découragées parce que les choses ne changent pas, en fait. Donc on D'accord. reste cantonné à 2. Et le fait de lever des fonds quand on est une équipe 100 féminine, honnêtement, ça relève, du miracle, hein. Donc pour nous, ça a été, enfin, on a été, fiers de réussir à le faire. Maintenant, c'est vrai que, dans, certains événements dans lesquels, je suis intervenue, on me disait: «Mais alors, quels conseils donnerais-tu, à des femmes, pour justement réussir à lever des fonds?» Et c'est terrible ce que je vais dire, mais, je leur disais: «Honnêtement, associez-vous à un homme». Enfin, ça paraît dingue, mais les équipes mixtes, au niveau des pourcentages de levée, il y a un moment, il faut faire confiance aux chiffres, en fait. Et ben, intégrer en fait un homme dans l'équipe fondatrice, si c'est stratégique. Donc pour le coup, nous, si on remontait un produit tech, d'emblée, j'intégrerais un tech qui serait un homme. Et ça ferait du sens par la compétence. Et je me dis, moi, j'ai pas de sujet là-dessus. Et ça maximiserait les possibilités, de lever des fonds si c'était un sujet à un moment. Après, ce que je dis aussi souvent à d'autres, à des startups, parce que nous, à l'époque, quand on s'est lancé, on était dans une, dynamique en fait qui était un peu, spécifique dans le sens où, quand on était une start-up, si on levait pas des fonds, on n'était personne. Et puis, quand on levait des fonds, si on n'avait pas cramé la levée en 18 mois et recruté 100 personnes, on n'était personne. Enfin, il y avait des standards en fait qui étaient assez déroutants. Et le mot rentabilité n'arrivait en fait, jamais à aucun moment. Donc c'était, pour moi qui venais en fait d'un domaine d'activité complètement différent, c'était assez déroutant. Et quand il y a eu l'arrivée de la crise
et que là, finalement, les fonds d'investissement ont commencé à serrer et puis à parler de rentabilité, je me suis dit: «Ben, tiens, enfin un peu de bon sens». Donc pareil, lever des fonds, c'est pas une fin en soi. On peut très bien créer une super start-up et puis, réfléchir à un modèle de croissance plus lent et s'autofinancer. Donc après, la levée de fonds, voilà, c'est intéressant dans certains domaines d'activité, mais si on peut faire sans, être tout seul à son capital, c'est aussi chouette, hein. Ouais, bah, c'est effectivement, une question me vient, mais pourquoi n'y a-t-il pas donc du coup de fonds uniquement, féminins? Est-ce que tu t'associerais pas à, je sais pas, 5, 10 autres femmes qui ont, le pouvoir d'accompagner, des femmes ou des hommes d'ailleurs? Parce qu'il faudrait pas retourner, dans ce fonds-là, faudrait peut-être pas retourner la tendance, mais il faudrait une parité. Pourquoi vous vous associez pas et pourquoi, c'est compliqué aussi de créer un fonds? Alors créer un fonds d'investissement, à mon avis, c'est pas simple. Des fonds, uniquement féminins, j'en vois et je vois qu'il y a un plafond de verre assez rapide et en toute honnêteté, moi, je suis énormément pour la mixité, la parité. Je pense que plus c'est mixte, plus c'est riche. Donc réussir, plutôt à créer, des fonds qui soient le plus mixtes possible, je pense qu'après, il faut mettre en place des règles, c'est tout. Des règles d'investissement, on met en place des quotas. Non, mais il y a un moment, si tu veux que les choses avancent, c'est, Des quotas ou enfin, moi je suis pas pour les quotas, je suis plutôt pour la qualité, alors, on ne juge pas parce qu'il faut, 2 hommes, 2 femmes, je pense et si les 4 femmes sont meilleures que les 2 hommes, prenons les 4 femmes, tu vois ce que je veux dire? je suis d'accord, mais néanmoins, il y a plein de sujets sur lesquels, les choses n'auraient pas avancé si à un moment, il y OK. avait pas un cadre. Donc, je suis comme toi, je suis pas pour les quotas, mais néanmoins, je pense que tant qu'il y aura pas de quotas, heu, il y aura toujours ces biais cognitifs qui on donnera plus la chance rapidement aux gens qui nous ressemblent Mmh. que, voilà, qu'aux autres personnes qui potentiellement pourraient être, autant valables et autant, Ouais, bien sûr. avec autant de compétences, tu vois? Mmh. Donc du coup, ce que ton conseil, c'est vous êtes pas obligé de lever des fonds. Vous pouvez le faire Tout sur à vos fait. fonds propres, trouver Mmh. un business model peut-être plus lent. Ça peut être, le crowdfunding, des trucs comme ça peut être un système de levée de fonds, assez simple. J'ai plusieurs amis qui ont créé des applications sans un sou, enfin sans un sou, avec le peu de deniers qu'ils avaient pour partir. Ça marche. Enfin, je sais pas si toi, c'est possible de le faire, pour la prochaine entreprise que tu vas créer? Alors dans une des boîtes que je vais lancer, en effet, le modèle, va être basé sur le crowdfunding. Ah bah, nickel. Donc nos pensées sont alignées. OK, c'est top. Comme ça, tu dois Ouais, rien à part à tes users, à tes utilisateurs, à ceux qui t'ont soutenu et c'est peut-être même génial. Moi, tu vois, j'ai d'autres podcasts qui sont soutenus uniquement par les auditeurs. Ils donnent ce qu'ils veulent donner. Ils restent autant qu'ils veulent rester ou pas. Système sans engagement, sans abonnement, tu fais ce que tu veux et je trouve ça hyper gratifiant, moi, de me dire que en fait, il y a rien qui me subventionne à part ceux qui m'écoutent et le jour où je suis mauvais, où je ne corresponds plus à leurs attentes, ils s'en vont mais pour l'instant, ça fait 10 ans et ça fait 10 ans qu'ils subventionnent et je trouve ça génial parce que, c'est qu'on est alignés, c'est qu'on a les mêmes valeurs et qu'ils apprécient toujours le travail qu'on fait. Moi, je trouve ça génial donc bravo pour le crowdfunding, je viendrai appuyer sur le bouton, ça se enfin, aider, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est cool. Hem, co merci. co Avec plaisir. Et puis je le relayerai, tu me le diras et je le relayerai à mon niveau. Alors, je suis moins fort que toi, mais c'est avec des petites rivières qu'on fait des grands fleuves, donc c'est comme ça qu'on Exactement. va avancer. Donc du coup, tu as levé des fonds, tu es monté et à un moment donné, tout se passe tellement bien qu'on veut vous racheter. C'était prévu la vente du produit? Parce que moi, j'imagine, on a un bébé, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, peut-être un peu moins à l'époque et enfin tu peux pas enfin, j'ai pas l'impression qu'on puisse le lâcher parce que on vit avec lui, on se lève avec lui, on dort avec lui, on l'amène en vacances, il est dans nos bagages, dans les avions, dans le train, bref, il est toujours avec nous et du jour au lendemain, on va te dire: «Allez, je te le prends». Bon, en échange, je te donne de l'argent évidemment mais par contre, tu vas t'en aller. Comment on le vit et est-ce que c'était prévu? Alors c'était absolument pas prévu puisqu'en fait, donc comme je le disais en 2020, on a commencé à vraiment à croître, fortement.
Ça a continué. En 2022, on s'est retrouvé élu meilleure application au niveau européen par Apple Store. Mmh. Donc, il y avait, je crois, 6-7 applications qui étaient mises à l'honneur au niveau européen de différents domaines d'activité, mais en tout cas, on était la seule française. L'application avant nous qui avait été, qui avait eu ce type de reward, c'était Yuka. Donc pour nous, c'était vraiment un honneur et ça nous a permis d'être, mis en avant gratuitement dans, 41 stores européens et suite à ça, c'est vrai que voilà, on a enregistré une belle croissance. Ça nous a permis de tâtonner des nouveaux marchés sur lesquels, on n'avait pas investi jusqu'à présent et surtout, ça a fait naître chez nous l'ambition de vouloir, nous développer en fait aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est un marché qui transforme extrêmement bien au niveau des applications. Parce qu'ils ont des habitudes de consommation et ils ont l'habitude d'acheter des applications. Donc on s'est dit: «Bon, bah, allez, on va aller aux US». Nos investisseurs à l'époque nous disent: «Allez, il faut relever des fonds, c'est le moment. Vous avez, une croissance exponentielle, tous les voyants sont au vert, il faut cette fois-ci, à nouveau lever». Donc on se dit: «Bon, bah, allez go», on est reparti en roadshow. Donc on a été voir, pas mal de fonds d'investissement et en fait, on nous disait, «Bah, waouh, franchement, on voit rarement des chiffres comme ça. Si vos chiffres sont vrais, c'est impressionnant». Alors déjà, on était on était un peu vexés de se dire, le fait de mettre en doute, en fait, ce qu'on disait. On était là: «Bon, OK». Mais ce qu'on a compris, en fait, c'est que le marché commençait à se resserrer et clairement, les fonds d'investissement arrêtaient d'investir. Donc c'était, en fait, les prémices de la crise qu'on a rencontrée par la suite et donc on a été voir différents fonds d'investissement. Il y en avait qui étaient en mode d'observation, d'autres où on avait des noms, mais on n'avait pas la raison. Revenez plus tard et ci et ça et puis on a eu 3 offres de rachat qui sont arrivées simultanément alors qu'on cherchait pas à vendre, dont le groupe suédois où en fait ça faisait 1 an et demi qu'ils cherchaient à entrer en contact avec nous et nous, étant donné que c'était pas notre vision, on n'avait même pas répondu. Donc quand on a vu d'autres offres donc françaises arriver, on s'est dit: «Bon, on va peut-être regarder ce qu'ils veulent quand même les Suédois» et on les a recontactés. Et là, ils nous ont dit: «Écoutez, ça fait 1 an et demi que, on veut justement entrer en contact avec vous pour potentiellement vous racheter», parce qu'en fait, c'est un groupe qui est coté en bourse et ils rachetaient en même temps, simultanément, 3 boîtes, dont nous et donc du coup, c'est pour ça qu'on a vendu notre boîte en 3 mois. Donc ça a été vraiment très, très rapide. Ouais, ouais, parce on a commencé vraiment à entrer, en discussion, fin septembre, enfin début septembre, on discutait, mais fin septembre, on est rentré en process et en fait, fin décembre, la boîte était vendue. Donc ça a été très, très vite. La décision de rachat, c'était pas simple dans le sens où, comme tu le disais très justement, moi j'ai toujours dit en fait: «Oli Oli, c'est mon troisième enfant» parce que voilà, c'est 10 ans d'entrepreneuriat, c'est, toutes ces étapes où j'ai énormément appris, toutes ces étapes où, moi-même je me suis vue, grandir. J'ai vu grandir mes enfants, enfin tout le monde a participé à cette aventure. J'ai fait des rencontres, juste, incroyables au niveau des équipes, au niveau de tout ce qu'on a vécu dans cette aventure et c'était un choix un peu, cornélien de se dire: «Est-ce qu'on s'obstine à essayer de lever des fonds, mais potentiellement peut-être qu'on n'y arrivera pas, on ne sait pas? Ou est-ce que, on vend la boîte?» Et finalement, bon, on avait pour ambition de devenir, le Duolingo des enfants, mais peut-être grâce à ce groupe, on le deviendra, mais dans une autre configuration. Donc au final, on a pesé, le pour et le contre. On a décidé donc de vendre aux Suédois parce qu'on était, beaucoup plus alignés en fait, au niveau de l'état d'esprit, au niveau des produits qu'ils avaient aussi déjà dans leur portefeuille et au niveau simplement du matching, humain. Donc on s'est vendus, fin décembre et là donc on les a accompagnés pendant 2 ans.
Donc c'est vrai qu'au début, c'est plus ta boîte, donc c'était un peu déroutant, mais à la fois la première année, ils nous ont vraiment, complètement laissés sur la stratégie. On a même relancé un nouveau produit pour les maths. Donc on avait toujours rêvé de le faire en plus avec Stéphanie, on s'était toujours dit: «Quand on aura plus de temps, on lancera un produit dans les maths» et en fait, on a pu le faire avec eux, donc on était vraiment ravis et puis, il y a un moment, en fait, quand c'est plus ta boîte, c'est plus ta boîte et puis, ça s'est quand même structuré comme un grand groupe puisque, le CEO à l'époque, enfin le nouveau CEO qui est arrivé venait de l'automobile. Donc, il a fallu intégrer, tout ça et ce côté un peu trop structuré et de perte d'agilité, moi ça me faisait moins rêver. C'est pour ça qu'après, j'ai accompagné, je dirais pour que le bébé s'intègre, correctement. Mais, en décembre, j'étais prête en fait au bout de 2 ans à lâcher le bébé. C'est Vraiment. bien, 2 ans, Ouais. c'est énorme. Bon, le fait qu'il vous ait enfin, qu'il vous ait laissé, finalement pendant 1 an travailler comme vous faisiez auparavant avec peut-être 2-3 ajustements, mais c'est génial déjà que parce que c'est inespéré. Il y a beaucoup de boîtes quand ils t'absorbent, tu dois t'appliquer à faire ce qu'eux veulent faire, donc ça, c'est bien. Ça t'a permis de te désengager progressivement, et quand tu as donné la clé à la fin, le dernier jour où tu as mis tes affaires dans un carton, tu vois l'image américaine où on sort de son bureau avec le carton, on voit le bâtiment derrière dans le dos. Qu'est-ce que comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était quand même dur? Enfin, est-ce que tu t'es dit: «Mais maintenant je fais quoi?» Alors, en fait, ce qui était émouvant, c'était de dire au revoir à mon équipe, parce que Ouais, c'est vraiment des gens que je considère comme des amis et nous, dans notre équipe, il y avait beaucoup de personnes qu'on a embauchées, mais qui sont arrivées par un stage. ouais, Vraiment, enfin, donc on les a fait grandir et c'était des gens avec un engagement, mais éternel, quoi, vraiment, engagés dans l'aventure. Donc c'était, on se donne encore des nouvelles aujourd'hui mais j'étais triste. Pour moi, c'était quand même une étape. Mais par contre, quelque chose dont j'aimerais parler, dont on ne m'avait pas parlé avant et que j'ai découvert, après coup, c'est l'étape de deuil après. Parce qu'en fait, même au bout de 2 ans, donc une fois qu'on remet, les clés, c'est plus sa boîte et même si, voilà, je savais que j'avais vendu 2 ans avant et ben, honnêtement, en décembre, je suis partie en vacances un coup avec mes sœurs, donc avec ma sœur avec qui je suis associée, puis, j'ai une autre grande sœur pour, faire une petite transition de cette étape et une fois revenue, en fait, j'ai rarement été, aussi, malheureuse parce qu'en fait, je n'avais plus d'objectif dans la vie. C'était, en fait, on se plaint souvent de manquer de temps pour faire des choses, mais là, en fait, j'avais tout le temps que je voulais, mais je n'avais plus d'énergie. Donc c'était, et j'ai eu une petite étape comme ça et c'est marrant, c'est une amie qui me l'a fait remarquer en me disant, «Tu plus ton sourire, éternel, j'ai l'impression que il se passe un truc quand même» et celle qui me l'a fait remarquer et là j'ai réalisé, je me suis dit: «Bah oui, en effet, je j'avais pas remarqué à quel point c'était aussi important pour moi d'entreprendre» et pendant ces semaines-là, en fait, quand on me posait la question de me dire: «Oui, mais est-ce que vraiment tu penses que tu pourrais retravailler dans une entreprise?» et cetera. Moi, je suis quelqu'un d'ultra flexible et je pense que dans la vie, tout est possible. Donc je disais: «Bah oui, évidemment, enfin, si le projet m'intéresse et tout». Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, si je ne crée pas, si je n'entreprends pas, l'étincelle qui m'anime tous les jours, en fait, s'éteint et je pense que je suis pas épanouie comme je le suis quand j'entreprends. Donc maintenant j'ai passé ces étapes de deuil et cetera parce que toute ma créativité est revenue et en fait, c'est terrible. D'ailleurs, c'est ma sœur qui dit à chaque fois: «J'ai peut-être trop d'idées et j'ai une bonne liste d'entreprises à monter» et donc là, d'ailleurs, on en lance 2 en septembre. Donc on a oui, oui 2. C'est l'avantage quand on a créé une boîte, c'est qu'après on a appris quelques trucs pour lancer plus vite, plus facilement, les erreurs à pas faire, et j'accompagne aussi des boîtes pour les aider justement à éviter, certains écueils
pour gagner en efficacité. Ouais, donc c'est bien déjà, d'avoir réussi à relever le mental après, cette période de deuil. Parce que moi, je ne me vois pas m'arrêter, de faire quelque chose. Peu importe, il faut que, bah, je suis comme toi, j'écris plein de trucs partout, tout le temps, j'ai 1 milliard d'idées à la seconde. Il y en a peut-être qu'1 ou 2 de bonnes, hein, mais peu importe, j'aime avoir des idées et le jour où j'en ai plus, que je n'ai pas de but finalement, je m'ennuie, je m'éteins, je sais plus quoi faire et avoir du temps, c'est bien, mais pas savoir quoi en faire, pas savoir l'utiliser, c'est compliqué. Alors oui, comme tu le disais, il y en a qui se plaignent de pas en avoir, mais quand on a trop, tu sais peut-être plus quoi en faire. Moi, je pêche pas, alors du coup, je vais pas à la pêche. Et du coup, tu te relances, tu recrées une boîte, tu remets ça, et tu repars, tu te dis, ok, c'était tellement bien l'entrepreneuriat, je vais remonter des fonds. Alors non, on l'a dit, crowdfunding, mais je repars, je vais recréer des équipes, je vais recréer la totalité en partant à nouveau de rien. Enfin, maintenant, tu as plein de connaissances acquises, évidemment, hein, le socle est bon, et tu t'appuies avec d'autres personnes ou tu peux pas encore trop en parler d'ailleurs, c'est peut-être top secret? Alors alors si, si, en fait, je dirais qu'une des choses que j'ai apprises aussi, c'est que le fait de s'associer avec des gens qui ont des compétences diverses, c'est ultra riche au démarrage d'une entreprise. Et quand tu as juste une idée, ça vaut rien. En Ouais. revanche, ce qui va valoir quelque chose, c'est la façon dont tu vas, la mettre en place, cette idée, et la façon dont tu vas, justement orchestrer tout ça et développer ta boîte. Donc, sur les différents projets, là, je m'associe avec chacun ses compétences et l'idée, on va pas recruter tout de suite, hein. L'idée, ça va être de partir chacun avec ses compétences, chacun avec le travail de chacun, monter des belles boîtes et ensuite on verra si c'est nécessaire, de recruter ou non. Néanmoins, en parallèle, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me forme à l'IA générative, Bonne idée. puisqu'aujourd'hui, quand tu montes des boîtes, en fait, il y a énormément de tâches qui peuvent être automatisées grâce à l'IA et ça peut, permettre d'économiser de l'argent quand tu lances une boîte, évidemment. Et ça peut permettre aussi d'augmenter la productivité parce que, je me rends compte que, enfin, on peut pas être sur tous les fronts et on va se dire la vérité, mais sur, certaines compétences, l'IA est bien meilleure que l'humain. Donc, il faut juste avoir un pilote, qui va gérer tout ça et tu peux faire différents métiers en ayant, une seule personne, assistée par l'IA. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un outil exceptionnel, l'intelligence artificielle, dans tous les domaines possibles, à partir du moment où un ordinateur rentre en jeu, finalement, où tu as besoin de taper sur un clavier, par exemple, ou toucher une souris, ou calculer des chiffres. Ça va pas tuer les emplois. Je rassure tous ceux qui nous écoutent, ça va changer les emplois, ça va les modifier, ça va les amplifier pour certains, ça va en créer de nouveaux, beaucoup. Et puis ça, ce que j'adore, moi je joue beaucoup avec l'intelligence artificielle tous les jours, tout Renacast est fait avec l'intelligence artificielle. Il y a que moi qui suis encore en chair, c'est tout. Et puis ma voix que je garde, mais tout est fait avec ça parce que je suis tout seul. Et pour faire tout ça, ben tout seul c'est très très compliqué. Donc du coup, mes idées elles fusent dans tous les sens et ben je m'accompagne de plein de GBTs, de gems, de d'IA générative pour m'aider à upgrader mes pensées parce que parfois bah, tout seul dans mon coin c'est pas simple d'échanger puis j'ai pas forcément l'entourage qui a les mêmes idées que moi qui sont toujours un petit peu farfelues mais l'IA ne me juge pas, elle m'aide au contraire à aller plus loin et parfois me donne de super bonnes idées que je déploie et Renacast a réussi à être créé juste grâce à ça parce que sans elle il me faudrait un community manager, il me faudrait tous les corps de métier autour et j'ai pas le budget pour l'instant et mais ça va venir. Donc super bonne idée, j'adore ça. Euh, on arrive à la fin de ton épisode. Je crois que tu nous as donné déjà plein d'astuces, plein de trucs. Je sais pas si tu as je sais pas, genre une checklist, une to-do list à donner à ceux qui voudraient se lancer leur première application peut-être mobile pour bien commencer et pour pas se perdre inutilement dans les méandres d'internet ou ne faire que avec ChatGPT des trucs. Est-ce que toi tu peux nous donner quelques conseils? Bon, alors le premier conseil déjà, c'est de, regarder toutes les aides potentiellement disponibles pour pouvoir se lancer. Parce que comme je disais, on a quand même une chance, c'est d'entreprendre en France. Ouais. En France, tu as des gens qui s'appellent, BPI qui, lorsque l'on a un projet, innovant, potentiellement te pousse la bourse French Tech. Donc tu peux, débloquer potentiellement, 30 000 € pour pouvoir t'aider à lancer, ton produit. Enfin, en tout cas, s'il y a besoin
de payer une presta externe, c'est quand même un vrai coup de pouce. Ensuite, il peut y avoir des aides, régionales. Il y a différentes, enfin, je pense qu'avant tout, il faut essayer de se rapprocher de structures, que ce soit, alors il y a des gens comme le réseau Entreprendre qui peuvent être très bien aussi. Il y a, le village Baïséa en local aussi qui est, très, très bien. Et après, il faut essayer d'aller chercher ces écosystèmes en fonction, de la particularité de la tech. Donc nous, par exemple, tout ce qui était tech, bah, c'était Lyon ou c'était Paris. Il y a pas beaucoup d'écosystèmes EdTech, à Besançon. Donc se rapprocher de ses pairs, pas hésiter à contacter les gens parce qu'en fait, les gens sont relativement, accessibles. Moi, j'ai rarement eu une sollicitation sur LinkedIn, sans, réponse. En général, les gens, bah, alors des fois, ils sont pas dispo tout de suite, mais les gens après y répondent selon la pertinence, de la demande. Mais, et je dirais qu'après, bon, bah, faut beaucoup de courage, de résilience, faut se faire confiance, pas toujours écouter l'entourage qui non, mais par pure bienveillance, peut, au démarrage, du projet être un peu décourageant, enfin, en tout cas, mettre en garde parce que clairement, c'est de la bienveillance. Mais je pense que dans la vie, si on prend pas de risques, on n'avance pas. Donc quand on croit en quelque chose, il faut y aller. Il faut essayer de pas entreprendre seul. Il y en a qui y arrivent néanmoins, mais d'être accompagné, par quelqu'un, c'est toujours mieux pour partager, les bonnes étapes comme les mauvaises. Et et puis, dernier conseil, faire du sport parce que, ça aide, non mais honnêtement, moi ça m'est arrivé 1000 fois. J'étais un peu dans le brouillard et là je me dis: «Allez, je me fais un break, je vais courir un coup» et il y a toujours des moments de déblocage. En fait, il se passe un truc au niveau du cerveau, ça se déverrouille et les meilleures idées, je les ai eues en courant. Parce que en courant ou la nuit, en fait, pendant des insomnies où régulièrement je travaille la nuit, d'un seul coup j'arrive pas à dormir, j'ai plein d'idées qui me viennent, et donc voilà. Surtout, essayer de garder un équilibre, on va dire mental. Donc ne pas négliger, des moments, de relâche, pour pouvoir évacuer, le stress et parce que voilà, enfin la je dirais que le sprint entrepreneurial, avant de réussir à atteindre potentiellement le succès, il s'en passe des années. Je connais très, très peu de boîtes qui ont rencontré le succès en 2 ans, hein. Donc c'est beaucoup d'années de travail avant de réussir à trouver, potentiellement son marché ou à passer des paliers, heu, au niveau du chiffre d'affaires et de l'augmentation de ses clients. Ouais, beaucoup de je prends tous tes conseils, hein. Je vais faire une checklist, quand je vais diffuser ton épisode, il y aura une checklist: faites ça, elle vous l'a dit, faites-le, ça a marché pour elle, ça va marcher pour vous. En tout cas, ça va vous aider à y aller. Ça me fait penser, j'ai enregistré il y a quelques semaines avec, Lucie Lebas, que tu connais peut-être, de nom, qui a écrit un livre «J'ai peur mais j'y vais», qui fait partie, de mes inconditionnels. J'adore son livre, il est très accessible avec des petits exercices quasiment toutes les 2 3 pages pour avoir envie d'entreprendre. C'est un peu du personal branding, mais ramené dans le sujet de l'entrepreneuriat. Dans son livre, elle a nommé un Gérard, son personnage principal, si tu veux, du livre. C'est Gérard, c'est celui qui veut ton bien et qui fait tout pour que tu fasses rien, pour pas que tu te mettes en danger. Et elle dit, faut pas l'écouter, en fait, faut l'entendre, mais faut pas l'écouter, il faut aller plus loin. Et c'est ce que tu dis, tu vois, tu te reposes, à un moment, tu laisses ton Gérard dans le bureau et tu vas courir. Et là, c'est là que ton esprit va pouvoir vagabonder et trouver autre chose. Dans le livre, elle le dit bien. Si tu l'as pas lu, je t'invite à le lire. Il est génial. Il est facile à lire, franchement, hyper simple. J'ai adoré échanger avec elle. Si jamais tu veux écouter son épisode, il va paraître dans quelques semaines sur
Drenacast. J'ai adoré son échange. Et ce qui est génial, c'est que tu dis quasiment la même chose qu'elle avec tes mots, avec d'autres intonations, mais finalement, vous êtes totalement raccord. Vous devriez vous rencontrer, je pense. À mon avis, vous avez les deux à gagner exceptionnellement dans tous les sens du terme. Merci en tout cas pour tout ce que tu m'as donné. Moi, je t'ai donné un petit truc, si jamais tu t'ennuies, un livre à lire. Est-ce que toi, tu as un livre de chevet, un livre que tu donnerais à tout le monde comme ça, qui te vient en tête, ou autre chose, hein, ça peut être un film, ça peut être n'importe quoi, quelque chose que tu te dis, ça m'a aidé à voir le bout du tunnel de temps en temps, je me suis référé et je pourrais le donner à tout le monde. Est-ce que tu as ça en tête? Alors cet été, tu vois, par exemple, j'aime bien lire, les livres d'autres entrepreneurs. Donc j'ai lu notamment celui d'Éric Larchevêque Oui. et hem et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, enfin ce type-là, il a quand même, ça a quand même été le cofondateur de Ledger, donc mais dans son livre, ce que tu découvres, c'est qu'il a fait, plein d'autres métiers et avant d'arriver là où il en est, en fait, il a énormément itéré et son livre, est plein d'humilité et de simplicité. Et c'est souvent ce que j'ai découvert de grands entrepreneurs que j'ai rencontrés. Alors, il y en a qui ne le sont pas, il y en a d'autres que j'ai rencontrés qui ne le sont pas du tout, mais ça reste, quand même des exceptions. Je pense que l'ouverture d'esprit et l'humilité, ça fait vraiment partie des qualités qui permettent aux entrepreneurs d'aller loin et donc oui, donc celui d'Éric Larchevêque, je le conseille, vraiment et juste pour terminer, 2 choses que je vous ai pas dit quand même et enfin que je ne t'ai pas dit et que, je n'ai pas dit aux personnes, qui, nous écouteront. C'est que donc je peux faire un petit peu de teasing sur, les 2 projets, les 2 projets qu'on lance avec ma sœur. Donc un des premiers, c'est qu'on lance un business club à Besançon, donc qui a pour ambition donc, d'accueillir à peu près, 30 d'ETI, 30 de PME et 30 de start-up d'indépendants. L'objectif, c'est vraiment de créer un cercle de confiance qui va permettre, aux gens de, pouvoir, échanger sur, différents sujets qui les intéressent, mais également de faire du business ensemble. Donc nous, c'est aussi quelque chose qui nous a manqué à Besançon et c'est des cercles souvent qu'on a été chercher à Paris. On va faire venir aussi des intervenants qu'on a plutôt l'habitude de voir à Paris, lors de nos événements. Donc le premier sera le 25 septembre à la Citadelle et ce qui est assez chouette, c'est qu'en fait, là, juste en 2 posts LinkedIn, j'aurais pu remplir 2 fois la chapelle de la Citadelle. Il y a un enthousiasme, non mais honnêtement, qui est juste incroyable. Donc je pense que, il y a un potentiel, super intéressant à Besançon pour réussir justement à créer un vrai cercle de confiance où on va optimiser, le temps des entrepreneurs. C'est-à-dire que ce sera juste un déjeuner par mois donc, pas le matin, pas pendant la journée, puis pas le soir. Donc ça n'empiète pas sur, la vie privée des gens ou sur le travail et c'est juste on optimise son temps et on travaille son réseau en local pour aussi faire travailler les gens, au niveau régional. Parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois, tu vois, dans notre aventure, de faire bosser des boîtes, en prestat à l'autre bout de la France, alors que finalement les compétences étaient dans un cercle potentiel à Besançon. Donc ça, c'est un des projets et le deuxième projet, c'est qu'on a pour ambition de créer le leader slow fashion des enfants. Qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de la fast fashion, de tous ces vêtements qui, à peine achetés, se retrouvent dans des bennes et finalement sur des plages en Afrique. Donc on va essayer de remettre des matières nobles dans l'armoire de nos enfants. Donc on va commencer par le cachemire. Donc l'ambition, c'est de démocratiser le cachemire pour les enfants et d'en faire quelque chose de fun. Donc des produits dans lesquels les enfants vont pouvoir, grandir, s'amuser et où, une fois que l'enfant sait plus sa taille, soit on le donne, au petit frère, à la petite sœur, soit on peut le revendre sur Vinted parce que ça gardera en fait une valeur marchande. Donc ça s'appelle Be Magic et donc ça va être lancé, courant septembre, donc via la plateforme Ulule. OK, eh ben, écoute, j'irai alors malheureusement l'épisode sera, je pense pas, en ligne mi-septembre, mais un petit peu plus tard mais OK, c'est génial. Comme ça, je pourrais mettre le lien directement de la campagne, super. les gens pourront cliquer dessus et j'irai cliquer dessus. J'ai un enfant, c'est jusqu'à quel âge? Pour, les pulls?
Pour Pas les les pulls? c'est les Voilà. alors c'est on va faire pull, bonnet, tour de cou, donc c'est de, 6 à 13 ans. Bon, ça va, il rentre dedans, je pourrais en prendre, c'est cool et Super. OK et ça j'en achèterai. C'est génial, top. Donc Ulule, donc j'irai relayer l'information dès que tu la mettras sur LinkedIn, tu me l'envoies et moi aussi je Super. relayerai et une question, le business club que vous créez, donc tout est déjà fait parce que tu me dis le 25 septembre, c'est même pas dans 20 jours, donc c'est tout est fait, Mmh. tout est prêt. Maintenant on va accrocher les fanions au mur pour faire joli, je sais pas comment vous faites, mais là, on est sur la phase terminale. Comment on entre dans un business club? Est-ce qu'il faut être, parrainé par quelqu'un? Est-ce qu'il faut, simplement apporter un gros billet ou simplement on tape à la porte et tu l'ouvres? Alors, en fait, on permet à chacun de venir découvrir une fois gratuitement Bien sûr. et ensuite, pour pouvoir venir assister à tous les événements durant l'année, parce qu'il y a 10 événements dans l'année, après il faut adhérer et OK, en fonction de la taille de l'entreprise, le budget est pas le même. Il y en a un tarif, start-up et puis après, bon, ben, un tarif plus grandes entreprises. d'accord. Donc ça, on contacte la structure et c'est vous qui faites l'étude et Exactement, et tu me donneras les liens également que je puisse les rajouter? exactement. Donc ça Même s'appelle si Business Match. Ouais, je te business donnerai, match. Même si vous êtes déjà, hyper bookés de ce que je comprends? oui, mais après bon, il y a aussi un enjeu de conversion entre, Oui. les personnes qui viennent la première fois et après qui adhèrent. Donc c'est pour ça qu'il y a 10 événements et on aura l'occasion d'inviter, de nombreuses personnes par la suite aussi. Top, génial, j'adore. Merci beaucoup. Allez, je pose une dernière question, après je te laisse tranquille parce que, bah, tu as plein de choses à faire du coup, hein, et 2 entreprises à lancer. J'ai une question que je pose à tous mes invités. La dernière question, c'est, si tu avais la capacité, le pouvoir de revenir en arrière dans le passé, mais loin, tu vois? Genre 20 ans en arrière, et que tu tombais nez à nez face à toi-même, mais plus jeune, beaucoup plus jeune, qu'est-ce que tu te dirais? Alors j'essaye de calculer, j'ai 40 ans, donc j'avais 20 ans. OK. Heu, Honnêtement, je changerais rien dans le sens où, même si j'ai toujours eu le goût de l'entrepreneuriat, je pense que le fait d'avoir, commencé par des grands groupes, ça m'a permis d'avoir différentes visions et je dirais qu'aujourd'hui, à 40 ans, je peux me dire: «Je sais que ce que j'aime, c'est l'entrepreneuriat». Maintenant, demain, d'aller faire de l'intrapreneuriat dans un grand groupe, ça pourrait être peut-être une option, mais néanmoins, enfin, pour moi, créer et développer, ça fait partie des choses qui m'animent donc je me dirais, «Allez, change rien, tu te feras ton propre avis au fur et à mesure de tes expériences». Top. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite une bonne continuation, une belle réussite pour toutes les entreprises que tu vas monter. Alors là, il y en a 2, mais j'imagine très bien que dans un avenir plus ou moins loin, tu en auras encore plein d'autres, plein de projets plein d'idées qui te sortiront, de la tête, de ton esprit et tu créeras tout ça. Donc je te souhaite une belle continuation. J'espère qu'on se recroisera, pour, reparler de tout ça plus tard. En tout cas, merci beaucoup et puis je te souhaite une bonne fin de journée et puis, à bientôt pour tous les auditeurs de Renacast. Salut, à bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Merci à toi. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir Renacast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.